Merci. Bon, je vais pas vous cacher que je suis super stressée. C'est la deuxième fois de ma vie que je tiens un micro. La première fois, c'était à 14 h pendant la table ronde. J'ai décidé de l'appeler, cette conférence, You Can Read Me Like a Book, un peu en prévision du stress que j'éprouve, qui va sûrement transparaître de manière hyper évidente sur mon comportement et mon physique. Donc ça va beaucoup fonctionner sous forme de métaphores et d'analogies, ce qui va me permettre d'avoir l'impression de faire quelque chose de un peu moins égocentré, de revenir sur des points historiques qui m'ont intéressé et d'appuyer aussi visuellement ce dont je vais parler, qui sont souvent des choses assez mal documentées, puisque ça relève d'espaces assez intangibles comme l'oralité, la performance ou la lecture. Donc on va commencer par Coco, c'est ma grand-mère qui est devant son stand de bouquiniste à Paris, quai Saint-Michel, auquel d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, vous êtes tous invités à aller faire un tour, puisqu'il est très très bien fourni en termes de livres. C'est assez important pour moi de commencer par ça, puisque c'est clairement ce qui a fait naître une certaine fascination pour l'édition, mais du coup pas seulement pour la conception de l'édition, mais aussi pour sa diffusion. Et voilà, donc ce qui est intéressant chez le bouquiniste et qui va un peu à l'encontre des libraires traditionnels, c'est ce truc hyper frontal qu'ils ont d'être dans la rue et voilà, d'avoir un rapport hyper frontal aux clients et de faire en sorte que en fait, le livre en fait, devient un support de discussion voilà, assez facilement. Ça c'est un colporteur. C'est une métaphore que j'utilise assez souvent pour parler de mon travail. Sa démarche est assez particulière et intéressante du fait qu'il achemine en fait lui-même le texte au lecteur sans attendre que le lecteur vienne au texte. Et ça, c'est une pratique qui est très très ancienne, qui date du XVe siècle. Voilà, c'est ce qui m'intéressait aussi chez cette personne, c'est le fait qu'il ait une espèce de multicasquette. Il est à la fois l'auteur de ses éditions, à la fois le graphiste, à la fois le diffuseur et aussi l'acteur, en fait, puisqu'il il vient déclamer les textes, il fait des lectures comme ça dans tous les endroits dans lesquels il se rend. Et donc, en fait, ce jeu d'identification m'a poussé à rédiger en 2015 pour mon DNAT aux Beaux-Arts de Lyon, un mémoire qui rapprochait en fait les liens entre le graphiste et le colporteur. Et donc voilà, donc là on peut voir que c'est un écrit qui prenait la forme d'un placard. Le placard, c'est un objet qui est à moitié un poster et à moitié un journal, et qui était un support que le colporteur venait placarder dans des endroits stratégiques pour transmettre des informations. Et donc en fait ça sort un peu de la forme un peu aliénante, je trouve, que le livre a d'imposer une lecture solitaire. Donc en fait, c'était voilà, un objet autour duquel une assemblée de personnes se réunissait et pouvait ensuite discuter en le lisant. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'essaie de questionner assez souvent dans mon travail. Cette aliénation dont je parlais, que l'objet livre impose de par son format, et qui induit en fait un rythme de lecture aussi assez précis. Voilà. Et donc petit à petit, là on est à peu près en, je sais pas, 2014, je crois. Donc mon travail a commencé à prendre la forme d'événements en fait, et de réunions qui généraient des échanges autour de corpus de textes sélectionnés collectivement, et qui étaient souvent issus de ma collection personnelle, qui s'est vue être agrémentée par le stand de ma famille, le stand de bouquiniste. Et donc voilà, c'était un désir aussi de ma part de partager une consommation que j'avais, qui était quasi boulimique de la littérature, et aussi de vouloir rendre accessibles des contenus un peu inaccessibles, justement, parce que la plupart des livres qui sont vendus dans les boîtes de ma mère et de ma grand-mère sont des choses assez rares et difficiles à trouver. Donc ça, c'était assez bateau, hein. C'est une des premières formes de club de lecture que j'ai commencé à faire.
qui était assez bateau. Donc j'avais demandé simplement à des personnes de ramener leur livre préféré et de venir en parler. Voilà. Et en fait, dans ces moments-là, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre en considération vachement les éléments contextuels du discours et ce qui entoure en fait la lecture, et de me les réapproprier et de les faire ressortir dans ces moments de rencontre. Donc là, typiquement, c'était pendant une éclipse solaire, et il y avait des ruptures de stock de lunettes dans les pharmacies. Et du coup, j'avais soudoyé le technicien du pôle métal de me prêter pour qu'il me prête un casque de soudure pour qu'on puisse en fait regarder l'éclipse à travers ces casques. Et donc il y a toujours une espèce de base d'échange qui est proposée aux personnes qui viennent contribuer à ces moments, où je leur dis voilà, vous venez contribuer, et en fait moi je vous donne la possibilité de faire quelque chose. Donc là c'était de regarder l'éclipse solaire. Ça c'est une édition que j'avais faite aussi, une sorte de catalogue de ma collection personnelle, qui leur permettait en fait d'emprunter un livre pendant le temps qu'ils voulaient, et de venir me les rendre après. C'était aussi un moyen de les remercier de participer à ça. Ça c'est quelque chose d'autre que j'ai fait plus récemment lors d'une résidence à laquelle j'ai participé en septembre dernier à côté de Nîmes, qui s'appelle Silo, que je vous encourage aussi à aller voir parce que c'est super bien. Ça se passe dans un atelier typographique dans une maison d'édition qui s'appelle Encre et Lumière. Et voilà. Et donc ce truc-là s'appelait le crachoir. Ça venait d'un terme que j'avais trouvé dans l'Argot du typographe, qui est un livre super bien. Et du coup, le crachoir, ça veut dire parler plus souvent qu'il ne faut, quelquefois à tort et à travers, et faire l'orateur. Donc voilà, donc ça, c'était une bibliothèque oratoire qui contenait des textes que j'avais choisis pour cette résidence et en écho aux problématiques que cette résidence proposait. Donc des choses en lien avec la cuisine, les communautés, les habitations alternatives, la radio ou la typographie encore. Et voilà, donc là c'était une invitation aux lecteurs à venir déclamer les textes à l'oral, à les découper et les entremêler ensemble. Et ensuite, ces choses-là étaient enregistrées et rediffusées sur une radio pirate, sur une émission qu'on avait appelée Back to Book, en relation avec le back-to-back habituel qu'on peut entendre pour parler des DJ. Voilà. Donc ça, c'est d'autres images du crachoir. Alors, suite à tout ça, j'ai commencé à m'intéresser de plus près aux communautés qui étaient formées par les pratiques de la lecture, et plus particulièrement à ce qu'on appelle des salons littéraires, car ça a été un peu les premiers outils pour les femmes à leur permettre en fait de faire entendre leur voix. Donc c'est des choses qui remontent assez loin quand même, du XVIe siècle, quoi. Là c'est des choses, là c'est une image d'un salon qui est un peu plus récent, qui m'a beaucoup marqué, qui est la Maison des Amis du Livre, et qui a été fondée par Adrienne Monnier et Sylvia Beach en 1915. Et voilà, en fait, c'était une librairie dans laquelle elles organisaient des séances de lecture, et elles s'intéressaient aussi beaucoup à les retranscrire. Et c'est un endroit qui a vu naître tous les grands auteurs à l'époque, masculins bien sûr, dont James Joyce, que Sylvia Beach a publié en première, mais que Joyce n'a jamais remercié. Voilà. Ça, c'est quelques images, puisqu'il n'y a pas énormément de photos de ce lieu, qui est le Temple de l'Amitié que Nathalie Barnet a fondé en 1908.
Et c'est un peu en fait le premier safe space, qui était un salon réservé aux femmes, et c'était un espace en fait où l'homosexualité féminine était liée de très près à la littérature. Et c'est voilà, une sorte d'école en fait de poétesse saphique qui se confrontait en fait à une académie française qui était exclusivement masculine à l'époque. Et voilà. Et ce qui me plaisait en fait chez toutes ces femmes et qui m'a beaucoup inspirée dans ma pratique aujourd'hui, c'est voilà, cette espèce de personnage intermédiaires qu'elles étaient, qui établissaient des liens entre les auteurs et les groupes en leur fournissant à tous un lieu de rencontre pour pouvoir discuter ensemble. Et voilà. J'ai commencé en fait à me demander qu'est-ce qui restait de ces réunions. Et ça n'a pas mis longtemps pour me rendre compte qu'en fait pas grand-chose. Et en fait, voilà, plus je me rendais compte que le domaine de la retranscription, de plus en plus, j'ai commencé à me rendre compte que le domaine de retranscription des pratiques qui étaient liées à la voix était hyper mal exploité. Donc il y avait, je suis tombée sur des trucs, par exemple, en allant sur Internet, de services qui étaient proposés gratuitement, mais qui étaient des choses liées à des dictées vocales et à des trucs de traduction, genre mot à mot, en essayant de synthétiser à fond et de réduire. Donc là, ils disent les redites inutiles, les onomatopées et les remarques superflues. Donc ça, c'est... et voilà. Et donc en fait, ça m'a amené finalement à créer mon propre laboratoire de recherche et d'expérimentation de cette retranscription de l'oralité qui s'appelle le CAF Club, que j'ai fondé en 2016 et donc qui a commencé dans la cave de mon appartement, comme son nom l'indique. Qui était une grande cave de 40 mètres carrés qui était sous ma chambre et donc voilà. Et après c'est devenu, j'ai déménagé, donc c'est devenu quelque chose de plus nomade aujourd'hui. Et donc bien sûr, voilà, il emprunte les codes du salon littéraire et sauf que donc dans les salons littéraires, en gros, les salons littéraires, ça a toujours été présidé par des femmes, mais jamais c'en étaient les protagonistes, sauf pour le truc dont je vous ai parlé du Temple de l'Amitié de Nathalie Barnet. Et donc là, c'est quelque chose que j'ai décidé de changer et d'en faire le centre de ces salons. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai invité que des femmes à donner des formes temporaires et donc orales à des textes qu'elles avaient écrits et à en faire des supports d'échange, et en essayant tout de même de casser cette espèce de schéma du discours oppressif dominant, et en proposant du coup des discussions entre auditeurs et orateurs après chaque rencontre. Et parallèlement, je produis moi des objets éditoriaux qui retranscrivent ces lectures en tenant compte des modifications de l'écrit vers l'oral. Donc là, on peut voir, ça c'est les invitations que j'envoie par voie postale, qui étaient en fait c'est des invitations qu'on décide d'envoyer. En fait, on décide de l'assembler moi-même et l'artiste que je viens inviter à lire des textes pour créer voilà, des petites communautés sans forcément passer par les réseaux sociaux et en gardant un peu les moyens de l'époque. Ça, c'est des images de l'appartement, le salon du coup, qui était le deuxième temps de lecture où avaient lieu ces clubs de lecture, toujours avec une mise à disposition de ma bibliothèque et voilà, du livre comme support d'échange. Donc je vais vous présenter un peu, c'est encore le moment je pense de présenter toutes les invitées que j'ai reçues à ce club, à ce CAF Club, parce qu'il n'y en a que 7 pour le moment, et je ne pourrai plus trop le faire quand il y en aura
plus, enfin de genre une vingtaine. C'est assez important de toutes les citer pour moi, car ça participe pleinement au processus de formation du CAF Club, qui est de donner de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas, et à des textes de personnes qui n'en ont pas du coup. Donc là, c'est typiquement ce que j'essaye de faire, une espèce de réactivation de ces temps de parole au travers de ma voix. Donc ça, c'est des images de la première invitée qu'il y avait eu, qui est Anouchka Holler, qui est une artiste franco-suisse basée à Bruxelles et qui travaille principalement la sculpture et la performance, et qui était venue nous lire son texte qui s'appelle L'entreprise des bouches, qui était un texte qu'elle avait écrit pour un festival de performance à Toulouse, et qui avait été lu de manière spontanée dans un bar par des inconnus. Et donc le texte, ça parlait d'une personne qui expliquait en fait une sorte de stratégie schizophrénique dans sa relation aux autres, et comment elle interagissait selon l'une des 5 bouches qu'elle s'était fabriquées. Voilà. Donc là, Anouchka avait décidé de faire intervenir des sculptures dans une salle un peu plongée dans le noir. Ça, c'est du coup la retranscription de cette lecture, qui était basée sur le script en fait, sur lequel Anouchka était venue directement intervenir à la main, en redessinant en fait toutes les bouches qui venaient s'incruster dans le texte pour signifier à quel moment elle devait changer de tonalité et à quel moment elle devait lire de cette façon. Donc là, c'est des choses qu'on peut revoir ici. Voilà. Ça, c'est un journal qu'on avait produit pour toujours à partir de ce même texte, L'entreprise des bouches, qui avait été montré dans une exposition à New York un peu plus tard. Et voilà, ça, c'est juste pour revenir sur cette idée du texte. Les textes, en fait, à chaque fois qu'ils sont invités à être lus, sont des textes un peu soit qui n'ont pas été prévus lors de leur conception pour une mise en voix ou pour une déclamation devant un public, ou alors c'est des textes dans une forme transitoire, donc avant publication ou pas vraiment fini, dont on n'est pas sûr. Donc ça, c'est voilà, comment le texte est passé de lecture à vidéo qui avait été présentée pendant cette exposition à New York, puis était devenu un journal qu'on peut voir ici. Ensuite, j'avais reçu Gabrielle, qui était venue avec sa grand-mère Jacqueline Obna, Gabrielle Smith, pardon, qui écrit régulièrement des essais sur la mode. Et Jacqueline Obna, elle, c'est une écrivaine assez célèbre, qui a beaucoup qui a commencé à travailler dans les années 60 et qui a fondé aussi une revue féministe qui s'appelle Les Cahiers du Griffe. Et en fait, Gabrielle m'avait un jour confié qu'avant chaque publication de ses textes, elle venait les lire à sa grand-mère pour avoir un retour et apporter d'éventuelles corrections à ces textes-là. Et en fait, ça m'a rappelé voilà, des choses qui avaient lieu beaucoup dans des salons littéraires de l'époque, et dont je me suis complètement emparée pour les inviter à ce deuxième CAF Club. Et donc voilà, donc ça c'était assez fou, puisqu'elles avaient pas, du coup elles n'ont pas du tout décidé de répéter avant, et donc ça a donné quelque chose d'hyper spontané et d'hyper intime, et qui a gardé une certaine fraîcheur. C'était super bien. Donc là, on voit la retranscription du coup avec très peu de blanc, qui un peu remet en avant l'espèce de débit de parole hyper fort qu'il y avait eu entre ces deux femmes. Alors ça, c'était la lecture de Eleanor Weber, qui est une écrivaine australienne, qui est à Bruxelles maintenant, et qui avait produit en 2016 pour une expo une série de 6 textes
sur 6 femmes ayant connu un destin tragique ou des problèmes avec la loi en rapport avec leurs conditions de femmes. Donc il y avait des trucs il y avait un texte sur Amy Winehouse, un texte sur Sandra Bland, un texte sur Christine Villemin, un texte sur Jeanne d'Arc, un texte sur Monica Lewinsky et un texte sur Alexandra Pizarnik. Et elle était venue lire celui sur Jeanne d'Arc. Et elle avait invité une seconde voix qui était celle de Jessica, que vous pouvez voir ici. Qui était venue traduire, donc la lecture était en anglais et Jessica était venue traduire en français, ce qui avait donné une espèce de voice-over en fait, d'une traduction en direct par-dessus la voix d'Eleanor, ce qui rendait super compliqué la compréhension de ce texte. Et voilà, donc le texte parlait en gros de Jeanne d'Arc dans son rapport aux hommes et de comment elle avait été condamnée par les religieux pour son anormalité et parce qu'elle s'habillait comme un homme. Donc là, on peut retrouver les yeux de Jessica qui étaient fermés pendant tout le long de la lecture pour mieux se concentrer en fait, pour traduire en direct, parce que c'est quelque chose qui est très dur. Voilà. Ça, c'était un texte. Peut-être que c'est un peu long là, sur ça va ou ouais. Je vais peut-être passer à celui-ci. Ouais, ça c'est à partir d'un moment où, donc, quand j'ai déménagé, du coup, c'est devenu quelque chose de plus nomade. Donc là, c'est une lecture qui avait eu lieu à Marseille sur la plage des Catalans, pour un événement qu'un artist Run Space de Bruxelles Feelings avait organisé et auquel m'avait invité. Donc ça, c'était Eugénie Zélie qui était venue lire une lettre d'amour à son mari sur une plage très venteuse où on n'avait pas entendu grand-chose et c'était très rapide. Et j'ai malheureusement pas d'image des retranscriptions puisque c'est les dernières sur lesquelles j'ai pas eu le temps de vraiment travailler. Et ça, c'est le dernier qu'il y a eu, c'était à l'ISELP en décembre dernier, sur l'invitation de Lorraine, justement, pendant un événement qu'elle avait organisé qui s'appelait Speaking Volumes, qui était sur l'édition, entre autres sur les éditions féministes. Et donc moi, j'ai à mon tour invité Clara Pacotte, qui a fait un forum sur internet qui s'appelle Parking, j'ai perdu le nom, excusez-moi, Parking étage 63, qui est un forum de science-fiction lesbien qui se passe en 2050 et dans lequel en fait chaque personnage possède une voiture dans laquelle elle vit et il se passe plein de trucs. Et du coup, on a décidé de découper un peu tous les textes issus de ce forum en 6 textes distincts. Et on a invité 6 lectrices à venir interpréter ces 6 textes dans 6 voitures garées dans l'arrière-cour de l'ISELP. Donc ça, c'était assez crazy. Voilà, quelques images. Donc là, pareil, j'ai pas encore commencé à travailler sur la retranscription. Ce qui va bientôt être le cas. Et ça, c'est juste une image du logo de Paris As Book Fair, qui est un festival d'édition queer qui va avoir lieu le week-end du 16 mars à Paris, au Palais de Tokyo. Et c'est là où se passera le prochain CAF Club, si vous êtes dans le coin. Voilà. Je ne sais pas si... Peut-être que je peux dire 2 mots aussi sur les choix graphiques et typographiques que j'utilise et qui sont assez récurrents, qui sont clairement des choses issues d'une esthétique assez vite fait, mal fait, qu'on peut retrouver aussi chez les éditions que le colporteur faisait, mais pas seulement. Enfin, c'est aussi vachement en lien avec une esthétique... avec un style qui s'appelle le style Kemp, que Suzanne Sontag a introduit dans les années 60, qui est un style au travers duquel il est possible d'interroger l'artifice
des idées reçues et des clichés du genre à travers des caractères excessifs, donc en se les réappropriant et en les exagérant encore plus. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui m'influence. Je sais pas combien... Il me reste du temps ? 15 minutes 5 ou 15 ? 15 ? Ok. Ok, peut-être que je voulais vous mettre une petite chanson qui est justement une icône camp qui m'influence aussi énormément dans ma vie de graphiste de tous les jours. Je sais pas si ça marche, si je fais ça. Yes. C'est un abécédaire de Amanda Lear qui est vraiment incroyable, que je vous conseille tous d'aller écouter du coup. On peut peut-être revenir du coup à un moment sur le workshop dont on avait parlé à la table ronde cet après-midi, qui était un workshop auquel j'avais été invitée du coup par Clara Pacotte, dont vous venez d'entendre parler puisqu'elle a fait le dernier CAF Club à l'ISELP. Clara Pacotte, qui est une écrivaine, qui donne aussi des cours de traduction à la Cheapest University à Paris, et qui avait été invitée à Paris International à proposer un workshop, un atelier fanzine dans lequel elle voulait réunir des textes insurrectionnels queer. Et donc elle m'avait invitée pour animer ce workshop. Et moi, j'ai proposé à l'intérieur de son workshop un autre workshop, un méta-workshop de typographie non binaire, donc c'est-à-dire de réfléchir à trouver donner une visibilité et surtout le choix en fait aux personnes qui se considèrent comme non binaires de pouvoir bénéficier d'un glyphe pour s'accorder en français sans avoir à choisir entre le féminin et le masculin. Donc voilà, moi je suis pas du tout dessinatrice de caractère, donc j'ai invité des amis à moi qui le sont. Donc il y avait Marine Stephens, Guillaume Balquero, Marie-Mème Sébellier et Claire Barrault qui sont venus nous filer un coup de main et réfléchir à ça avec nous. Et donc voilà, c'est quelque chose qui était très spontané avec pas non plus énormément de limites et de règles, mais on avait bien aimé commencer à réfléchir sur ces questions-là par le biais de, par exemple, les ligatures, qui en fait étaient un espèce d'une réponse que je trouvais assez pertinente à la soi-disant illisibilité du point médian en fait dans l'écriture inclusive qui scinde les caractères. Donc là, les ligatures justement au lieu de les scinder, les réunit. Donc ça c'est une fonte que Susan Alico avait faite, un revival de la Baskerville qu'elle avait faite et qu'elle avait appelée Mrs. Eve d'ailleurs, qui était l'amante de Baskerville, qui était complètement invisibilisée, on s'en doute. Et voilà, donc ça c'est les plusieurs expérimentations qui ont été faites. Donc ça c'est Claire Barrault qui fait beaucoup de 3D. Et donc voilà, c'était aussi on est parti d'un corpus typographique qu'on avait sur place déjà, qui était des spécimens de Jean Alessandrini, des choses que moi j'avais ramenées toujours de ma collection personnelle. Donc c'est quand même assez aussi précis sur des choses qu'on avait à portée de main. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Puis je peux peut-être terminer par vous parler de quelque chose, le truc le plus récent que j'ai fait, qui est une commande pour une exposition qui se termine demain, donc que vous aurez sûrement pas le temps de voir, à Maastricht, qui s'appelle I Spy a Little Lie, et qui est une exposition sur le partage du savoir. Et voilà, donc moi j'ai proposé une identité visuelle qui se basait justement sur une totale autonomisation de l'invité. Donc c'est-à-dire que tous les supports d'invitation, à savoir les invitations papier, mais aussi les affiches qui se transformaient aussi en support d'invitation, étaient des choses que tu envoyées du coup à une personne en particulier, mais qui pouvaient se retrouver à être transformée en... Enfin, donc la personne invitée pouvait se retrouver transformée à être l'inviteur,
ouais, pardon. En ayant le choix d'inviter donc lui-même des personnes à venir se réunir autour de cette exposition. Donc voilà. J'avais utilisé aussi que des fontes soit open source et soit des fontes créées collectivement. Ça me semblait être assez important. Donc là, oui, voilà, sur les affiches, il y avait cette espèce de petit bordereau qu'on pouvait décoller qui rappelle un peu ce truc des petites annonces. Et le livret d'exposition, j'avais voulu faire une espèce de système de sharing page, j'avais appelé ça, sharing pages, qui en fait proposait du coup de pas scinder en une page pour chaque artiste qui était présent dans l'exposition, mais plutôt de les faire se mélanger pour pouvoir déhiérarchiser un peu ce truc de page par page que le livre impose aussi assez régulièrement. Voilà. Merci.